6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est un énorme boulot. Il faut de la patience. Va. Bien le bonjour. Je ne sais pas... Enfin, je suis perdue dans ma vie. Putain, c'est quoi cette vie? C'est pas du tout ça, je me suis complètement planté. Quoi. Voir. Donc déjà, le fait d'être une fille, le fait d'un milieu humble, j'aurais jamais dit je veux posséder une terre au bord de la mer. C'était pas possible vu mon milieu. J'avais envie de monter mon propre projet. Ailleurs. Qui puisse être un outil pour les habitants-habitantes. Et développer le territoire. Si. T'as un sentiment quand même de famille. C'est fou le nombre de rencontres que j'aurais fait cette année. C'est ça aussi la démocratie, quoi. J'y suis. Je sais que ça me crée vraiment des grandes émotions de joie, de bonheur, quoi. Je peux plus séparer en fait mon activité professionnelle de mes loisirs. Enfin, pour moi, ça me paraissait incohérent. Il fallait vraiment que toute ma vie ait du sens en fait. Marina, Mélanie, qui font le tour des écolieux de France ou de Méditerranée. C'est rigolo cette petite moumoute là. Va voir ailleurs si j'y suis. Épisode 8. Subventions et normes ERP. Nous jetons l'ancre au Vaisseau-Mer, situé dans la petite commune de Vaisseau, en Ardèche, à 5 km d'Aubenas. Pas de vagues ni de sable ici. Nous sommes en plein cœur de terre ardéchoise, bien loin des côtes. Pourtant, vous l'avez compris, cet épisode va emprunter les codes marins. Le collectif a choisi d'appeler cet espace le Vaisseau-Mer, en clin d'œil à la commune, mais aussi pour sa symbolique. Un vaisseau-mer, c'est ce grand navire qui transporte des navires plus petits. Une métaphore puissante pour ce projet qui aspire à être un modèle et un guide pour d'autres initiatives à venir grâce à la labellisation Fabrique de territoire. Ici, on partage les vents favorables et les tempêtes rencontrées pour que d'autres puissent naviguer à leur tour avec plus de sérénité. Pour se remettre dans le contexte, cet épisode a été enregistré lors de l'été 2022. Certains sujets, notamment sur les subventions, ne sont plus d'actualité, mais donnent à voir les logiques de financement de projets collectifs. À notre arrivée sur les lieux, nous sommes accueillis par Gabriel, qui commence par nous faire un tour du propriétaire. Donc là, par ici, on accède au jardin. On va juste fermer la porte derrière vous. Ouais, et là, en fait, on arrive donc de l'autre côté du bâtiment, l'autre côté par lequel vous êtes rentrés. Et là, on a une vue sur le bâtiment qui est plutôt sympa. Et c'est vrai que de l'autre côté, on n'imagine pas du tout qu'il y a ça là. Ouais. Ah, c'est clair. Ouais. Bah, il y a 1500 mètres carrés. Waouh, ok. Donc c'est grand. Trop bien. Vous êtes les premières campeuses de la saison, donc on va un peu adapter. En fait, au début août, enfin mi-août, on accueille une semaine une troupe d'ados qui viennent faire une tournée. Ils jouent une comédie musicale et ils viennent la tourner sur une semaine dans différents spots en Ardèche et ils font 2 dates ici, chez nous. Trop bien. Toute la semaine, ils vont camper dans le jardin. Donc on va, donc voilà, du coup vous allez être un peu les premières voilà, on va peaufiner l'install et c'est ça. Donc voilà, tout ça c'est le jardin partagé. En fait, il y a 3 terrasses là qui sont de la même taille. Ici, la première, là au rez-de-chaussée, cette terrasse-là, c'est un peu partagé entre les habitants et l'association. Donc quand on fait des événements avec l'asso, c'est ici qu'on le fait. On a fait récemment un spectacle par exemple ici, et aussi un marché d'artisanat. Moi je suis Gabrielle, je travaille ici au Vaisseau-Mer. Je suis savonnière, donc j'ai mon atelier de fabrication, ma savonnerie ici dans un des ateliers. Et je suis aussi salariée de l'association. Je suis en charge de la coordination et de la communication de l'association. Comment t'avais entendu parler du projet Moi je suis arrivée, j'étais en région parisienne avant et je suis arrivée ici parce que une de mes très vieilles amies était une des 4 personnes à l'origine du projet. Enfin, en fait, je suis vraiment arrivée en sachant ce que j'allais trouver ici. J'avais besoin il y avait différentes choses, mais j'avais envie de quitter la région parisienne, j'avais envie de changer pas mal de choses et j'avais aussi besoin
d'un local pour développer ma savonnerie qui était toute récente à l'époque. Voilà, donc je savais qu'ici j'allais trouver tout ça. Donc là, on va chez Aline pour un petit échange avec elle. Je t'écoute. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter déjà ? Je m'appelle Aline, j'habite au Vaisseau-Mer, j'y travaille et voilà. Et je suis impliquée bénévolement dans l'association, mais je suis aussi salariée de l'association. Et donc j'ai un autre travail qui est celui d'illustratrice et facilitatrice graphique. Je suis aussi, au départ de l'association, j'ai été membre bénévole pendant très longtemps, je le suis toujours en plus de mes heures salariées. J'ai participé à la fondation de l'association en 2018, donc en effet je suis aussi très impliquée sur le plan personnel dans la création de l'association et son activité au quotidien. Et ça c'est vrai que c'est parfois pas évident de poser des limites et de pas trop se surinvestir dans le projet associatif. Mais après c'est un peu... moi j'ai un engagement qui est peut-être un peu particulier, non pas au sein du Vaisseau-Mer, mais par rapport peut-être à d'autres tiers-lieux, c'est que c'est vraiment un engagement qui est très personnel, voire intime en ce qui me concerne. Parce que ça va avec tout un projet de vie qui est d'habiter sur place, avec des gens qui sont des amis ou qui le sont devenus, que je connaissais pas forcément d'avant. Enfin, c'est un tout. Donc en effet, c'est hyper... c'est entier, c'est très prenant, c'est parfois difficile justement de s'en extraire et de déconnecter de certaines choses, mais en même temps c'est aussi ça que je suis venue chercher en venant ici. C'est un projet de vie cohérent, il y a un côté très familial, nos enfants grandissent ensemble, voilà, c'est plus qu'un lieu de travail pour moi. Il y a eu un moment où quand on rénovait les logements, on était tous en colocation, où tous les habitants habitaient ensemble, mais on avait tous chacun qu'une chambre, chacun. Moi je partageais ma chambre avec 2 personnes du coup, avec mon conjoint et ma fille, mon bébé quoi. Et donc on avait une ancienne chambre de maison de retraite et le café asso qui nous servait de maison, cuisine, canapé, de tout quoi. Et être soit au milieu de 12 personnes, soit dans une chambre avec 2 autres personnes, je t'avoue qu'au bout d'un moment ça me pesait un peu. Ça m'a fait du bien d'avoir un logement individuel aussi. C'était le but dès le départ, mais d'avoir une zone de repli où tu sais que tu peux être même tout seul. Même pas avec ton conjoint, même tu vois, sans ton enfant, juste toute seule, c'est hyper important rien que pour ça, pour justement avoir des bulles où tu sais que tu vas te retrouver, et parce qu'être tout le temps dans un collectif aussi c'est... il y a des gens qui le vivent très bien, qui sont en permanence avec d'autres personnes dans des lieux partagés comme ça, mais pour moi c'était important d'avoir cet équilibre entre l'intimité mais surtout la possibilité de solitude et le fait d'être dans un grand groupe. Donc pour moi ça s'est pas mal équilibré grâce à ça, je pense. Quand on est monté, que notre appartement a été terminé, qu'on a pu s'y installer, ça m'a fait du bien, ça m'a un peu rééquilibré sur le rapport entre l'espace intime et l'espace collectif quoi. Et moi je me suis dit ok ça devient mon travail principal, j'ai 2 travails, 2 boulots maintenant en parallèle, et pour moi la solution ça a été de considérer que en fait ça pouvait être salarié au moins en partie, pour m'y retrouver justement dans l'équilibrage entre la vie personnelle et professionnelle. Alors là, on se dirige vers le bureau d'Avril. Hello. Est-ce que tu es dispo du coup pour qu'on échange un petit peu ? Carrément. Donc je m'appelle Avril Amodeo et j'habite ici au Vaisseau-Mer et je fais partie des fondatrices et fondateurs du projet. Alors moi je suis graphiste web designer et j'avais un boulot salarié moi à côté. Je travaillais au ministère de la Transition écologique et solidaire. J'étais au service communication du ministère. Et du coup, je travaillais à Paris. Au tout début, je travaillais à Paris et j'étais très peu ici. Je venais juste pendant les vacances ou des longs week-ends. C'est la première année. Et ensuite, j'étais en télétravail beaucoup, 1 semaine sur 2 quasiment. Je passais 1 semaine ici, 10 jours ici, puis 5 jours à Paris, puis 10 jours ici. Et voilà. Et après, en 2020, j'ai arrêté mon activité à Paris. Puis j'ai eu un bébé. Et maintenant, je reprends mon activité là, au Vaisseau-Mer. Au départ, du coup, j'étais un peu une pièce rapportée dans ce projet. Parce que donc, il
sur les 4 on était, donc il y avait la fille que je connaissais bien et ce couple, enfin le couple, donc eux étaient copains, les 3. Et c'est eux qui avaient commencé à en parler, et cette copine très rapidement m'a dit ça te dit on se lance dans un truc comme ça, et c'était vraiment pas plus concret que ça, viens on fait un truc fou quoi. Et c'était un moment de ma vie où j'étais en train de chercher, j'avais envie de changer, voilà, et j'ai vu ça passer, j'ai fait ouais bah vas-y j'embarque quoi, et voilà, et et je m'étais déjà dit plus jeune que c'était un truc qui me faisait rêver, des projets comme ça. Donc ça sort pas complètement nulle part quand même. Mais je sais pas si je me voyais pas rejoindre un collectif existant. C'est un truc qui me faisait peur de me dire tu arrives dans un endroit où ils se connaissent tous, ça fait flipper un peu quoi. Je me voyais pas dans cette posture là. Je me voyais pas non plus hyper moteur, genre venez les gars on fait tous un truc de fou, j'ai pas ce caractère là, et voilà, moi ça s'est fait comme ça, genre j'ai eu un train, j'ai fait allez c'est bon je monte dedans, et après les choses, le voyage a démarré quoi. Mais ça t'a pas fait peur du coup, parce que tu travaillais quand même à Paris, l'Ardèche c'est pas tout près quand même. Ouais. Ben non, ça me faisait rêver quoi. J'étais un peu en mode étoile dans les yeux, éblouie par toutes les étoiles dans les yeux quoi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant que ça s'est posé, c'est cool, ça a marché, ça a pris quoi. Mais c'est vrai que quand je refais le chemin, je me dis mais ça aurait tellement pu complètement foirer. Et d'ailleurs, il y a plein de gens autour de moi qui me disent mais qu'est-ce que tu es en train de faire, t'es folle quoi. Mais j'étais tellement, je trouvais ça tellement génial que je me suis pas trop posé de questions. Mais ça aussi, ça dépend des caractères. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins, qui gèrent plus ou moins la prise de risque. Et c'est sûr que ça peut faire peur. Et encore aujourd'hui, je dors pas sereinement toutes les nuits. C'est quand même un projet chaud des fois. On s'embarque dans un truc. Mais bon, une fois que tu as le collectif autour de toi, que tu es bien entouré, que tu as confiance dans les gens, c'est quand même... moi, en tout cas, ça me détend, quoi. Et comment tu as fait pour embarquer les autres ? Parce que du coup, si on a bien compris, Aline, Gabrielle, notamment, c'est des personnes qui faisaient partie de ton entourage et qui sont arrivées un petit peu après sur le projet. Je crois que j'aurais juste dit venez, il y a un projet de fou en Ardèche, ça vous dit. C'était pas plus compliqué que ça, je crois. Mais ouais, donc vous étiez vraiment toutes dans la même dynamique dans ces années-là. Ouais, c'est ça, la trentaine, pas encore d'enfants, marre de... moi en tout cas, j'étais à Paris, je m'y retrouvais pas, envie d'autre chose, envie de plein d'énergie pour faire un nouveau truc, et voilà, c'était le bon moment. Et c'est cool que mes copines et mes copains ils aient suivi mon délire à ce moment-là, et qu'ils se le sont bien appropriés. Mais j'ai l'impression que pour que ça marche aussi, il faut être prêt soi-même. Quand on porte le projet et qu'on est vraiment hyper motivé par le projet, il faut être prêt à abandonner certaines choses et certaines projections qu'on avait peut-être pour le projet qui vont pas être réalisables. Il faut être prêt à les lâcher. Ouais, carrément. Parce que sinon, si tu fais pas d'efforts là-dessus, c'est là qu'il y a des confrontations. Et en plus, potentiellement, tu peux ne pas laisser trop de place au nouveau aussi. Si t'es trop figé sur ta vision, ça c'est un truc, je sais pas si quelqu'un vous l'a dit, mais c'est un truc qu'on nous a remonté dans des sondages anonymes qu'on a fait en interne. Il y a quelqu'un qui a dit au vaisseau mère, c'est pas venez tous, on va faire mon projet, comme on peut retrouver dans plein de collectifs qui a pas ce truc là chez nous. Et pareil, il y a une personne d'ici qui a déjà dit, alors c'était censé être un compliment, moi je l'ai bien pris, mais il m'a dit mais Avril, parce que donc comme je suis la plus ancienne, il y a pas mal de gens qui voient un peu comme si c'était mon projet, alors que moi je le vois pas du tout comme ça. Mais lui il a dit
Avril, ce qui est bien, c'est qu'elle n'a pas de vision. et c'était vraiment un compliment parce qu'il est passé par plein de collectifs et avec des expériences plus ou moins douloureuses et qu'il trouvait qu'à chaque fois, c'était ce truc-là de venez, on fait mon projet et qu'ici, il n'y avait pas ce truc-là. Et effectivement, parce qu'on est tous... moi, j'ai pas un caractère comme ça, mais personne n'a un caractère comme ça, en fait, ici. Et effectivement, ce que tu dis, je pense que c'est ça, faut... Si t'es trop à fond dans ton truc, hyper perfectionniste, que t'as tout ton projet en tête, j'ai du mal à croire que ça puisse vraiment marcher, quoi. Et qu'il faut un peu se laisser porter, quoi. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça que... moi, c'est comme ça que je le ressens ici. Et je pense que c'est pour ça que ça... Voilà, on flotte, quoi. On navigue. Toujours le vocabulaire marin. Et les gens qui sont partis, du coup, qui étaient propriétaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont racheté leur part ensuite? Ouais. Et ça, c'était pas compliqué à gérer? Si. De toute façon, les premières années, franchement, c'était chaud. Entre une situation conflictuelle, du coup, une propriété qui change, c'était chaud. Mais ouais, en fait, du coup, le montage de départ, c'était le couple qui a acheté. Parce qu'en fait, vis-à-vis des banques, c'était les seuls qui avaient le bon profil. Ils étaient pas mariés, mais bon, CDI, bref, toutes les cases qu'il faut pour les banques. Et voilà, c'est eux qui ont acheté, sauf que vraiment, au bout de quelques mois, quoi, ils ont fait machine arrière. Enfin, ils ont dit en fait, c'est trop grand, ça va pas. Ils sont rentrés en conflit avec la fille aussi. C'était le début, ça. C'était le premier conflit qui a éclaté, c'est entre le couple et la fille. Où moi, du coup, j'étais pas là. J'étais beaucoup à Paris à ce moment-là, donc j'étais en dehors de ce conflit. Parce qu'ils habitaient déjà sur place. Ouais, ils étaient tous les trois se sont installés ici tout de suite. Et voilà, ça a explosé. Et ils ont dit on part le plus vite possible, on vous vend le projet. Et là, ça a été chaud parce qu'il a fallu il a fallu racheter, sachant que déjà les banques nous avaient pas fait confiance la première fois, la deuxième fois c'était pas mieux. Et en fait, il y a un copain de la fille qui avait des sous, venait de vendre une maison et qui a proposé d'acheter. Et la fille, elle avait un passé avec les banques qui n'allait pas, donc de toute façon, il fallait pas... ça marchait pas du tout. Donc voilà, c'est pas elle qui allait voir les banques. Mais du coup, c'est Anton, mon compagnon, moi, et donc ce troisième gars. Et voilà, et on s'est retrouvés tous les trois en indivision à acheter. Ah oui, donc en fait, le troisième avait rien à voir avec le projet et c'est lui qui a participé à l'achat, quoi. C'est lui qui a sauvé le projet, clairement. Et voilà, et aujourd'hui, on est encore dans ce montage tous les trois. Et là, on est justement en train de changer pour aussi le faire sortir, ce troisième qui nous avait dit... moi je veux bien vous aider, mais 5 ans pas plus, quoi. Enfin, dans 5 ans je veux récupérer ma somme et voilà. Mais ce qui est super, c'est qu'entre-temps l'asso elle s'est développée, enfin il y a tout ce qu'on a décrit là et donc aujourd'hui on est serein, enfin voilà, on peut refaire un nouveau montage qui correspond à la réalité avec des gens qui sont là depuis plusieurs années maintenant et qui sont prêts à investir et à s'engager. Enfin voilà, maintenant c'est serein, quoi. Mais ouais, du coup, il a fallu un peu de casse quand même. Enfin, et émotionnel, et financière, et ouais, faut s'accrocher à la barre. Et ça a coûté combien ce bâtiment? Parce que je me posais la question du tarif d'un bâtiment aussi gros, même si tu disais que le prix avait bien baissé. Ouais, c'était 330 000 l'achat numéro 1. Et 370 000 l'achat numéro 2 parce que du coup on a fait quelques travaux entre temps dans les logements. Mais voilà, on était dans ces eaux-là, quoi. Ok, oui, ça va par rapport à la surface plus le terrain. C'est clair que ça correspond pas du tout au prix du mètre carré à Vaisseau. Enfin, après c'est tellement particulier que voilà, oui, c'est en dehors des... Ouais. Mais ouais, au départ ils avaient mis en vente, je crois, 700 000 ou 800 000. Et c'est descendu jusqu'à 330, quoi. Pendant notre semaine sur place, nous avons eu l'occasion de participer à une rencontre avec des porteurs et porteuses de projets qui travaillent sur la création d'un futur tiers-lieu.
Aline et Avril leur ont ainsi présenté le projet du vaisseau mère. Nous on fait pareil, on visite des lieux, des endroits un peu alters pour voir comment ça marche. Comment ça marche ou comment ça marche pas, ou les soucis, ouais, les dynamiques aussi, les choses, structurations. Les énergies. On se nourrit d'expérience. Alors, du coup, donc le vaisseau mère, bienvenue. Bienvenue à bord. Donc derrière vous, il y a une bâche qui quand même résume, c'est une sacrée anti-sèche de la présentation, qui résume bien. Donc c'est à la fois un habitat partagé par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, une de nos briques qui est très importante dans notre projet, c'est l'habitat. C'était un peu le moteur de départ, c'était des personnes qui voulaient habiter sur place. Donc on a 6 appartements en tout maintenant et un jardin partagé. Et donc des espaces communs, comme cette pièce où on est. Tout le rez-de-chaussée, c'est des espaces de travail. Donc au-dessus de nous, là, donc on a 9 bureaux et ateliers privés, donc qui sont occupés par des assos, des freelances, des entrepreneurs, avec des métiers, je vous ai mis la liste là, des métiers autour du numérique, de l'artisanat et du spectacle. Et donc on a un espace de coworking aussi, donc bureau partagé, qui actuellement est en travaux et n'est pas utilisé, mais voilà, en gros ça fait à peu près une vingtaine de personnes, 20-25 personnes au quotidien dans ces bureaux. Donc côté habitants, on est 14 maintenant, donc 10 adultes et 4 enfants. Et l'association, elle fait des événements variés, activités diverses. Donc le bâtiment, les fondations, elles datent du XIe siècle, donc on est vraiment dans un très vieux bâtiment, qui a été un couvent, puis une maison de retraite jusqu'en 2011. Et en 2011, ça a fermé, et nous, on est arrivés en 2016, les premiers. Non, nous, c'était 4 personnes au départ, voilà. dont Avril. Voilà, je suis la survivante. Voilà, c'est ça, on disait, il y a eu des évolutions. Voilà, on était 4 au début, aujourd'hui, il y a que moi sur les 4, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui nous ont rejoints. Mais voilà, une des particularités de notre projet aussi, c'est qu'il s'est vraiment fait une fois qu'on était dans le lieu. Au début, en fait, les 4, on cherchait un lieu entre la Drôme et l'Ardèche pour faire 3 logements et un espace partagé de travail. On ne savait pas trop, Fab Lab, coworking, enfin voilà, un truc où on pourrait travailler parce qu'on avait des métiers où on avait besoin d'un... Enfin, moi j'étais graphiste, enfin voilà, voilà, l'idée c'était d'ouvrir... enfin voilà, d'avoir une pièce à partager avec d'autres. Et en fait, par bouche à oreille, on est tombé sur ce lieu qui était à vendre et qui était à peu près 4-5 fois plus grand que ce qu'on cherchait, quoi. Et donc ça a agrandi le projet. Voilà, on a flashé, on s'est dit mais c'est trop bien, on peut faire plein d'autres trucs, mais on n'a pas pris trop le temps de réfléchir, quoi. On a un peu fallait foncé. sauter dessus, quoi. Voilà, ça nous a fait rêver, on a foncé et voilà, et après du coup on a un peu ratterri. Et il y en a notamment qui donc on trouvait ça trop grand. Enfin voilà, c'était tellement grand qu'il fallait forcément faire rentrer des nouvelles personnes, faire un truc plus public. Enfin et donc voilà, et voilà, ça l'a pas forcément fait pour tout le monde. Et par contre, il y a d'autres gens qui ont trouvé ça super, qui nous ont rejoints. Et donc voilà, il s'est fait au fur et à mesure et chacun est arrivé avec des besoins, avec des idées. Et en fait, ça nous a aidé aussi à construire tout le projet, notamment ce rez-de-chaussée qui sont 9 bureaux et ateliers. C'était pas du tout l'idée de départ. Au début, on se disait peut-être qu'on allait faire un appart. Et en fait, c'est une personne qui voulait travailler. Parce que l'espace de coworking, il était là depuis le début, dans nos têtes. C'est une personne qui cherchait une place pour travailler. Et qui avait besoin de se mettre dans le noir parce qu'il fait de la vidéo et il avait besoin de s'isoler, quoi. Donc il dit on a une chambre de maison de retraite parce que du coup ça ressemblait à 42 chambres de maison de retraite. Enfin, il fallait se projeter, quoi. Avec salle de bain et toilettes. Voilà, c'est 42 toilettes, ça c'était très précieux. Il y avait de l'eau partout. Oui, alors il y avait de l'eau partout, ça c'est quand même un bon côté. Et beaucoup de radiateurs aussi. Voilà, les réseaux, c'était pas... Non mais il y a quand même des bons côtés à la maison de retraite. Mais voilà, en tout cas pour finir l'anecdote, donc c'est Victor, il nous a dit moi je veux bien une chambre de maison de retraite, et donc on s'est mis d'accord, on lui a offert 4 mois de loyer et en échange il fasse sa pièce, quoi, son bureau. Donc il a rénové son bureau, il a mis un parquet, et ça a été le premier, et en fait après on a rempli les 9 au fur et à mesure comme ça avec des personnes qui venaient. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les Je te coupe à Avril, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Dans les personnes qui sont venues et qui ont progressivement aménagé leurs espaces de travail et de création sur place,
c'était majoritairement, enfin c'était quasiment que des gens qui étaient dans le coin en Ardèche depuis longtemps, contrairement aux fondateurs du projet qui, eux, n'étaient pas du tout ardéchois, étaient arrivés de l'extérieur, enfin de grandes villes et tout ça, et qui connaissaient le bâtiment de réputation, parce qu'ils savaient qu'il y avait un ancien théâtre en sous-sol, mais qui avait été inutilisé, enfin un petit théâtre, hein, mais qui avait été inutilisé pendant des années, et donc il y avait pas mal de professionnels du spectacle, notamment, qui disaient « Ah, nous on cherche un lieu de création artistique, il n'y a pas beaucoup de salles couvertes en Ardèche, est-ce que vous avez pour projet de faire un espace de résidence artistique, est-ce qu'on pourrait venir ?» Enfin, du coup, ce lieu, qui est quand même un lieu assez historique, enfin, voilà, comme l'a expliqué Avril, un lieu millénaire, etc., il était connu et il a vraiment attiré des gens au-delà même du réseau des connaissances des fondateurs qui finalement connaissaient pas grand monde en arrivant. Et donc le collectif aujourd'hui, il est constitué à la fois de nouveaux arrivants ardéchois et à la fois de personnes qui travaillaient déjà ici, qui avaient leur structure professionnelle depuis 10-15 ans et qui cherchaient juste un lieu avec des loyers abordables et aussi une communauté de personnes créatives et tout ça pour partager tout ça, quoi. Donc, et donc c'est aussi ça qui a donné la teinte aux activités du lieu, parce que pareil, le fait que ce soit tous des métiers créatifs, que ce soit dans le domaine numérique, de l'artisanat ou du spectacle, il y a une espèce de cohérence dans les champs de métiers, c'était pas spécialement écrit au départ, ça s'est fait de manière organique en fait, par agrégation de personnes, par effet de réseau aussi. La nature du lieu avec l'ancien théâtre a clairement attiré pas mal de professionnels du monde du spectacle, par exemple. Donc la costumière, une compagnie de danse théâtre, une compagnie de cirque social, enfin voilà, toutes ces structures-là ont été accueillies, enfin ont été attirées par le lieu en lui-même. Le théâtre utilisé maintenant ? Alors pour l'instant, il est utilisé de manière complètement privée, c'est-à-dire uniquement par les compagnies qui ont leurs bureaux et leurs locaux associatifs dans le bâtiment, donc qui ont des bureaux, des espaces de travail. Mais on a pour but, donc ça c'est une prochaine phase de rénovation, ce ne sera pas pour l'année prochaine, ce sera pour plus tard, c'est de remettre en état aussi ce théâtre pour pouvoir proposer des résidences artistiques à l'extérieur, à des artistes qui viennent en résidence pour une semaine, voire quelques mois. Enfin là c'est assez flou le projet d'accueil de résidence, mais c'est pour plus tard, quoi. Et c'est une salle aussi qui pourrait servir à accueillir des séminaires, des formations et tout ça, donc c'est vraiment une chouette salle, mais dans notre budget, dans notre plan de rénovation et dans les budgets, elle n'est pas prévue pour tout de suite. Et donc dans les projets à venir, parce que donc là on fait des travaux, vous l'avez vu, il y a des travaux un peu partout. L'idée c'est d'ouvrir des salles, et notamment un café associatif culturel et familial, où on fera toutes sortes d'activités autour de nos domaines, mais pas que. Enfin, voilà, c'est un lieu qui appartiendra à ses adhérents, et voilà, on pourra vivre pas mal de choses. Et ensuite, il y a 2 salles au premier, dont une salle numérique, qu'on appelle le pôle numérique, où on pourra proposer des ateliers de médiation numérique, qu'on propose déjà, mais du coup pas dans notre lieu, mais à la mairie de la commune, à la mairie de Vaisseau. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir les proposer dans notre lieu. Et ces salles-là, elles pourront aussi permettre d'accueillir des assos qui cherchent une salle pour répéter, pour travailler, voilà, en tout cas ça sera des salles à disposition. Et voilà, ça c'est pour 2023, ces salles-là, l'objectif c'est d'ouvrir en 2023. Grâce au financement de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'association bénéficie de 380 000 € pour le rachat du bâtiment par l'association, ainsi que pour faire des travaux de réhabilitation et de mise aux normes des parties publiques. Un peu plus tard, elle bénéficiera également de fonds issus de l'appel à projet Quartier culturel créatif, lui permettant d'obtenir 100 000 € supplémentaires pour les travaux. Au total, le Vaisseau-Mer a obtenu en 2022 près de 590 000 € de subventions en investissement. Sacré boulot quand on sait que l'association consacre uniquement un temps partiel dédié à la recherche de subventions. Donc l'association elle a été créée en 2018, donc 2 ans après l'achat du bâtiment, après une première phase de rénovation des logements, plutôt, c'est ça qui avait commencé dans les travaux. Et donc quand on a créé l'association, au bout d'une année, assez rapidement, on s'est rendu compte que pour le projet associatif et pour les espaces qui vont accueillir du public, on avait besoin de fonds importants pour rénover le bâtiment et notamment le mettre aux normes ERP. Et là, on s'est dit, ça devient légitime de ne pas fonctionner que sur des fonds privés, mais d'aller chercher de l'argent public pour tout ce qui touche aux activités qui seront derrière, a priori d'intérêt général, et qui auront pour visée de proposer des spectacles gratuits, accessibles à tous, etc. Donc ça
Voilà, le lancement de l'association et le besoin de se mettre aux normes ERP, ça a déclenché la recherche de financement, surtout en investissement en fait, pour ce qui était rénovation, travaux, mise aux normes. Notre premier partenaire financier, ça a été le département en fait, qui avait un appel à projet pour les tiers-lieux innovants cette année-là. Enfin bref, ça collait bien en termes de temporalité, c'était la bonne année pour nous. On y est allé, on a eu. Ça nous a permis d'avoir en cofinancement un financement européen leader. Donc un gros financement aussi majoritairement sur de l'investissement, pour toujours cette histoire de travaux et tout. On a pu mettre... Ça, au nom de l'association. Au nom de l'association. Qui était pas propriétaire. Qui n'était pas propriétaire, mais qui avait du coup un bail d'occupation avec les propriétaires particuliers. Il y avait on avait fait quand même pour sécuriser un peu dans la période temporaire d'occupation, en attendant qu'elle soit propriétaire, ou en tout cas qu'on trouve une forme de propriété plus collective. On avait rédigé un bail d'inspiration amphithéotique, c'est-à-dire que l'association a été autorisée par le propriétaire à engager des travaux importants, notamment de grosses œuvres, que le loyer était franchement symbolique par rapport à la surface occupée par l'association. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Et que aussi la durée du bail était vraiment très longue et donc permettait quand même de garantir une forme de pérennité, même dans la forme temporaire d'occupation de l'association. On avait quand même cherché à baliser un peu les choses de ce côté-là, en sachant qu'on savait de toute façon qu'on allait refaire un montage immobilier plus pérenne. L'association, grâce à des fonds qu'elle a obtenus notamment de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, elle peut devenir propriétaire cette année des locaux qu'elle occupe, donc à peu près la moitié du bâtiment en termes de surface habitable, donc c'est énorme et c'est super que l'association se soit développée au point de pouvoir être propriétaire. Donc là, du coup, on se dirige vers le bureau partagé des salariés de l'association parce qu'on a un rendez-vous avec Charline qui va nous parler un peu de sa mission qui tourne autour notamment des subventions. Ça enregistre. Et bien du coup, Charline, on va te demander de te présenter et de dire ton lien avec le vaisseau-mère. Ok. Alors, donc, je suis Charline Boyer, je suis salariée pour l'association Le Vaisseau-Mère en charge de l'administratif et recherche de financement. Et je travaille pour Le Vaisseau-Mère depuis juin 2021. C'est une énergie très douce ici. Et donc, l'intégration était assez facile pour moi. Et après, c'est vraiment une ambiance de travail avec des relations très de l'ordre de familial, amical. Donc il faut aussi savoir quelque part... Enfin, je pense que ça ne serait pas adapté à toute personne. Parce que voilà, comme le lieu, c'est pas séparé. On n'est pas un individu au travail. Enfin, on est une personne entière, quoi. Et donc, le perso, le professionnel, tout ça, ça se mélange. Et il y a des personnes qui n'aimeraient pas. Ou qui auraient du mal à s'adapter à ça. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité venir travailler ici. Enfin, c'était un choix. J'étais consciente du contexte. Donc, voilà. Donc, ça a créé une atmosphère... c'est très chouette et très enrichissant parce que les échanges sont et les relations sont ultra respectueuses et riches, voilà, et on essaye vraiment de travailler ensemble. Et puis comme je disais, c'est pas chacun sur son sujet, quoi. On est tous un peu sur tout, même si après il y a des référents par thématique, mais voilà, c'est la force de tout le groupe, quoi, ou de sous-groupe qui va se mettre ensemble. Donc ça, moi, j'aime bien. On participe tous sur la partie... on a beaucoup d'énergie qui est mise pour arriver à transformer ce lieu en un espace pouvant accueillir du public. C'est, comme vous l'avez vu, du coup, sur la carte. Enfin, voilà, c'est un peu le gros objectif de tout le monde, quoi. Donc on met les moyens pour essayer de faire en sorte que ces travaux puissent se faire, donc concrètement d'aller chercher des financements pour réaliser les travaux. On a eu la chance d'être lauréat de l'appel à projet quartier culturel créatif pour clôturer cette phase de travaux.
Alors l'appel à projet quartier culturel créatif, c'est lancé par le ministère de la Culture. En gros, ça accompagnait donc les acteurs entrepreneurs culturels, le côté quand même avoir une valorisation, une promotion de l'activité culturelle via des galeries d'art ou via des commerces culturels en tout cas. Il fallait vraiment une activité commerciale. Et ensuite, le côté événement, événement culturel. Et donc, c'est ce qu'on fait, puisque finalement, petit à petit, le collectif il s'est composé d'acteurs principalement issus des secteurs créatifs et culturels. Donc, c'était assez logique. C'est un appel à projet dans lequel on rentre très bien, avec le bémol que, on va dire, pour être pleinement quartier culturel créatif, on a besoin d'être un espace pouvant recevoir du public. Parce qu'à un moment, c'est difficile de, du coup, être un espace culturel sans pouvoir avoir de public. Donc, il y a un peu, pour le moment, cette difficulté qui est un peu schizophrène, et aussi pour le groupe, de se dire, en fait, il y a vraiment cette intention, et pourquoi on fait ça, c'est pour pouvoir mener ces actions, et pour le moment, on peut pas, quoi. Donc, on est obligé de régler cette histoire de RP, et puis après, on pourra réaliser vraiment les actions, mais du coup, on est quartier culturel créatif, même si c'est plutôt en devenir, une fois que ce sera pleinement possible, parce qu'on pourra ouvrir et intégrer d'autres personnes que les personnes de la communauté actuelle, quoi, on va dire. Donc ça, c'est un peu le grand cap pour le projet, c'est le côté, pour le moment, il y a ça bouillonne en interne, et on n'attend que ça, qu'il y ait des structures externes et des personnes externes qui puissent aussi pleinement s'approprier le lieu et y proposer des activités et prendre part à la dynamique, quoi. On parle beaucoup de la mise aux normes ERP dans cet épisode, mais concrètement, qu'est-ce que ça implique ? On a voulu en savoir plus, et pour cela on est allé interroger Aline, qui a joué un rôle clé dans le suivi de ce dossier, et qui va nous en parler un peu plus en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut ouvrir un lieu qui va accueillir du public, c'est-à-dire des activités diverses et variées, comme des spectacles, un café associatif, ça en fait partie, même si on se dit qu'on sera ouvert qu'aux adhérents, en fait, on est quand même concerné par les normes ERP. Donc les normes ERP, c'est les normes pour les établissements recevant du public, c'est ça que ça veut dire ERP. C'est une obligation donc, pour tous les établissements qui reçoivent du public comme le nôtre. Et nous, on a découvert ce champ-là en faisant des travaux et en aménageant le lieu suite à une intervention de la mairie qui nous a dit « Attention, vous allez accueillir du public dans votre établissement, il faut que vous vous mettiez aux normes ». On n'y connaissait rien, encore une fois, on était un collectif citoyen, d'amateurs, d'amis, personne de nous n'avait travaillé là-dedans avant, donc on a un peu découvert ça. Au début, on s'est dit, comme beaucoup d'autres associations et beaucoup d'autres lieux d'ailleurs, ça nous concerne pas, on n'a pas besoin de se mettre aux normes, parce qu'en fait, comme on peut dire qu'on sera ouvert qu'à nos adhérents, du coup ça reste un lieu quand même plus privé, et du coup on n'a pas besoin, les adhérents seront couverts par notre assurance, on n'a pas besoin de se mettre aux normes. Et en fait, je pense que ça c'est un discours qu'on entend souvent dans les réseaux de cafés associatifs ou de tiers-lieux, et en fait on s'est rendu compte que ça tenait pas quoi, et que c'était quand même nécessaire de se mettre aux normes. Et c'est la mairie qui nous a dit de nous mettre aux normes, pour la bonne raison qu'en fait les mairies engagent leurs responsabilités. Si jamais il y a un incendie par exemple, un accident, un incendie et qu'il y a des victimes, il n'y a pas que le lieu organisateur qui en est responsable, il y a aussi la mairie de la commune dans laquelle ce lieu est situé. Donc c'est pour cette raison-là que la mairie s'en est mêlée et nous a dit mettez-vous aux normes, sinon on ne vous autorisera pas à ouvrir en fait. Voilà. Forcément, on a appris, donc dans la foulée, ça donne une autre ampleur aux travaux, parce que faire des travaux juste de rénovation d'un bâtiment et faire des travaux de mise aux normes et tout ça, c'est pas la même chose. Ce qu'il faut savoir en gros, c'est qu'il y a plusieurs types de RP, donc plusieurs types de normes pour les établissements recevant du public en fonction de l'activité qu'on exerce. Et ce qui est souvent compliqué dans les tiers-lieux, c'est qu'on cumule souvent plusieurs activités. C'est un peu la définition des tiers-lieux.
Et ce cumul des activités fait qu'on va être... toute la question, c'est de savoir dans quelle catégorie de RP on va être attribué, en fait. Enfin, on va être placé. Donc il y a une première question à affiner de ce côté-là. Un deuxième point qui, pour nous, a été vraiment important et ce qui a compliqué les travaux de mise aux normes, c'est que dans notre lieu, il y a à la fois de l'habitat privé, enfin des habitations et des espaces qui accueillent du public. Donc à la fois des logements, des appartements et un café associatif, des salles de travail, des salles d'activités culturelles, créatives. Et ça rend souvent les choses compliquées. De nos copains de tiers-lieux qui se sont mis aux normes ou qui sont en cours de mise aux normes RP de leur côté, c'est souvent plus simple quand il n'y a que des activités professionnelles, culturelles, créatives, etc., mais qu'il n'y a pas dans le même bâtiment les logements. Et ça, en fait, une autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que donc pour se mettre aux normes, pour déjà déposer un projet, donc une déclaration préalable à la mairie dans laquelle on dit les travaux qu'on va faire et au passage on dit comment on va se mettre aux normes ERP, pour constituer tout ce dossier, il y a beaucoup de travail à faire en amont. Donc pour tout ça, en fait, on s'est quand même entouré, parce que ça fait vraiment partie des choses qu'on ne peut pas faire tout seul juste en tant qu'amateur. Donc on a travaillé avec des bureaux d'études, des architectes, un bureau de contrôle avec lequel on travaille encore. Globalement, ce qu'on a retenu, c'est que c'est vraiment important de bosser avec un bureau de contrôle à la fois avant le dépôt du dossier de demande de travaux en mairie et aussi après, pour la réalisation, pour vérifier au niveau de la maîtrise d'œuvre aussi que tout se passe correctement avec les artisans, qu'ils ont les bonnes certifications, etc. C'est assez complexe, donc c'est très important d'être bien accompagné. On a eu plein de galères, nous, mais on s'en est remis, mais c'est sûr que on a dû changer de prestataire avec lesquels on travaillait, parce que il faut avoir vraiment un prestataire qui est très engagé, qui va vraiment bien faire son travail. On est aussi sur un bâtiment historique en centre-bourg, et du coup, c'est un vieux bâtiment, les fondations sont millénaires, donc mettre aux normes un truc pareil, c'est pas évident, parce qu'évidemment... Il n'y a rien de perpendiculaire dans ce bâtiment, vraiment. Donc même les plans, etc., c'est beaucoup plus simple quand on part d'un bâtiment neuf et quand on réhabilite une friche historique ou industrielle. Je pense que déjà ça rajoute des contraintes aussi en plus. Bon, ça fait partie du charme et ça fait partie du jeu, mais ça fait aussi que du coup ça demande beaucoup de temps de préparation du dossier en amont des chantiers. Il y a une partie de la rénovation qu'on n'a même pas encore budgétée parce qu'on sait que c'est plus tard et que le projet pourrait fonctionner à minima juste avec les travaux de la phase 1, quoi, en gros. Et le budget de la phase 1, du coup? Donc en gros, pour 2021, on a eu 100 000 € d'investissement qui se concernent la réhabilitation et la mise aux normes du bâtiment. Et sur ces 100 000 €, il y a une bonne partie qui est consacrée à l'étude du projet en amont. C'est la préparation du dossier, donc c'est les honoraires de l'architecte qui nous accompagne, les honoraires des bureaux d'études, bureaux de contrôle aussi sans doute déjà, oui, bureau de contrôle aussi. Il y a une grosse partie préparatoire en amont, le temps de travail aussi, est consacré de ce côté-là, parce qu'on a aussi un peu de temps salarié en interne, et aussi beaucoup de temps bénévole bien sûr, mais on a aussi un peu de temps salarié pour la suivi, la coordination de tout ça. Et donc ça, c'est une bonne partie du budget. Et le reste, c'est les artisans déjà qui ont commencé à travailler dessus. Les travaux de réhabilitation, tous les réseaux électricité, plomberie par exemple, de rez-de-chaussée du premier étage, donc du café associatif, des bureaux et ateliers et des salles de travail à l'étage. On a une partie des travaux qui est financée et ça continue sur cette deuxième année 2022. Je me rends compte que c'est hyper important de parler des choses un peu compliquées, moi je trouve qu'on apprend énormément quand on va voir d'autres tiers-lieux, d'autres collectifs. On apprend plus de ce qui marche pas que de ce qui marche, je trouve. Et du coup, moi, ça m'intéresse vachement de parler de ces trucs-là, de ce qui est compliqué à gérer, ou ce qui nous demande beaucoup d'énergie et tout. Mais bon, ça veut pas dire qu'il y a que ça. Du coup, peut-être que j'insiste un peu sur ce qui est pas évident à faire, mais au final, c'est plus dans un souci que ça serve, plutôt que parce que c'est que ça que je retiens, au contraire. Moi, je trouve que ça se passe hyper bien. Je suis assez bluffée par comment toutes ces choses-là ont évolué, et je trouve que c'est
c'est très fluide et je trouve que pour l'instant, sur le plan humain, c'est une super réussite ce projet. Enfin, tu vois, on a réussi à s'agrandir petit à petit, on est assez stable, enfin, l'association fonctionne et tout. Enfin, j'aurais jamais imaginé il y a 4 ans qu'on aurait 5 salariés aujourd'hui. Enfin, à temps partiel, on n'a pas 5 temps plein, mais quand même. Enfin... Donc moi, je suis assez époustouflée par ce qu'on a réussi à faire collectivement et c'est vraiment parce qu'on est un collectif, encore une fois. Moi, dans mon métier, je travaille toute seule. Je suis plutôt, au départ, indépendante. Et ça me fait du bien d'être dans un projet où on est au moins... on est quoi, au moins une bonne dizaine à être vraiment très très impliqués dans la gestion de l'association au quotidien, à réfléchir vraiment sur les problèmes de fond, à se poser toutes ces questions ensemble. Ça demande énormément de temps de réunion, énormément de discussions, mais derrière, il y a une énergie et un renouvellement que t'as pas quand t'es tout seul, quoi, à travailler dans ton coin. Donc, c'est un peu bateau là, j'enfonce des portes ouvertes, genre ouais, le collectif c'est super, mais c'est vrai, c'est vraiment assez époustouflant de le vivre dans la durée en fait. Enfin, ça fait plus de 4 ans et c'est chouette de voir ce truc-là se déployer, quoi. Voilà. Puisque cet épisode a été tourné en 2022, je vous propose une petite mise à jour sur le projet. En 2023, l'association finalise la structure juridique, une SCIA, pour l'acquisition des locaux associatifs et signe un compromis de vente. En 2024, la baisse générale des subventions met l'association en déficit à cause notamment de l'arrêt du financement Fabrique de Territoire. Ils ont dû réduire les frais salariaux en passant de 2,5 équivalents temps plein à 1,4 équivalents temps plein, réduisant l'équipe à 3 salariés. En mai 2025, l'association fête enfin l'ouverture de son café culturel et familial et des autres espaces ouverts au public. Ses 4 salles de réunion et d'activités privatisables, ainsi qu'un espace de coworking permettant plus d'autonomie financière grâce à la location de ces espaces. Le Vaisseau-Mère porte également des actions de formation visant le développement des compétences, l'accès à l'emploi et la transmission des savoirs par l'accompagnement des professionnels à devenir formateurs et formatrices. Merci à tout l'équipage du Vaisseau-Mère de nous avoir accueillis et de nous avoir démontré qu'un projet peut parfaitement fonctionner de manière collective sans avoir besoin d'un leader. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu vous aider à y voir plus clair sur les normes ERP et les possibilités de financement. Pour le prochain épisode, nous vous retrouverons à bord d'un autre navire, le Chalutier.